T'as pas trop froid, toi? Ah, il fait froid, là, en plus il y a du Mistral et tout. Dis-moi, je voulais te demander, Jean-Louis, qu'est-ce que tu penses des bains froids et du sauna, justement, l'exposition au chaud tu crois que c'est bien pour la santé, là? Parce que ça fait un peu le buzz, hein, sur Internet en ce moment. Ouais. En même temps, je t'ai jamais vu en maillot de bain, ni avec un pull à col roulé. Hein, toi, tu t'en fous un petit peu. Mais je vous propose de parler de ça, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà allumé le chauffage. Là, on est mi-novembre, donc peut-être que vous commencez à réfléchir à allumer le chauffage dans votre chaumière. Bah, tout ça, ça a un impact, hein, sur notre physiologie, hein, le fait de vivre dans un environnement plus ou moins douillet toute l'année. En fait, on se rend compte de plus en plus que le corps humain et même le vivant a besoin de ces pics, hein, de ces, euh, de ces expositions à un certain stress afin de s'améliorer. Et ça, c'est la loi de l'hormèse. C'est les processus qui sont dits hormétiques et qui entraînent une réponse adaptative du corps qui est bénéfique en fait. On va regarder ça ensemble aujourd'hui avec Jean-Louis. On va s'attaquer plus particulièrement dans cette vidéo de la chaleur, donc l'exposition à la chaleur. Et après, on vous parlera dans d'autres vidéos de l'exposition au froid, du stress qui est généré par justement le jeûne intermittent ou l'exercice physique à haute intensité. Allez, générique, c'est parti. Alors, l'exposition à la chaleur. Il faut savoir que je m'appuie sur énormément d'études, surtout dans le monde anglo-saxon. J'ai pas trop trouvé de choses en français. Et dans ces études, dont vous retrouverez les références dans la description de la vidéo, l'exposition à la chaleur, c'est généralement par l'utilisation du sauna. Mais ça peut être aussi par un exercice physique intense, quand on élève la température du corps. Et on verra dans la prochaine vidéo qui sera justement sur le sport, à quel point il y a des points communs entre l'exposition à la chaleur et les réponses adaptatives du corps quand on fait un exercice physique. Donc le sauna, à 80 degrés, à 100 degrés, pendant 20 minutes, pendant 15 minutes, il y a plein de protocoles différents. Euh, et on va voir les bénéfices que ça a sur le corps dans 4 grandes catégories que sont l'endurance, les muscles, la longévité et tout ce qui est cerveau, neurones, etc. Alors on a l'impression que ça va beaucoup parler pour les sportifs, mais en fait l'endurance et la construction musculaire, ça parle pour tout le monde, parce que la dégénérescence musculaire, c'est présent dans nombre de pathologies, et même généralement dans le vieillissement malheureusement de nos jours. L'endurance, on y est tous confrontés quand il faut monter des marches, quand il faut justement avoir de l'endurance sur toute la journée. Donc en fait, évidemment ça va intéresser énormément les sportifs, ces 2 catégories, mais c'est pour tout le monde, ça parle pour tout le monde. Alors en quoi être exposé à des pics de chaleur pendant un temps court peut améliorer notre endurance? Bah déjà, ça va jouer sur notre cardiovasculaire, ça va l'améliorer. Pourquoi? Parce que le corps, quand il est exposé à la chaleur, il augmente le volume plasmique, c'est-à-dire le volume du plasma sanguin. Tout simplement parce que la chaleur augmente, la température du corps augmente, et lui il se dit, il faut qu'on dégage de la chaleur, il faut refroidir la machine. Pour refroidir la machine, il envoie du sang à la périphérie, c'est-à-dire à la surface, donc vers la peau, pour que par les pores de la peau sorte plus de chaleur. En fait, donc, il augmente ce volume plasmique qui, au niveau du cœur, facilite le travail du cardiovasculaire, c'est-à-dire facilite le stroke, ils appellent ça les Anglais, c'est-à-dire la pression, surtout systolique, hein, du cœur. En gros, le cœur va arriver à envoyer plus de sang d'un coup, puisqu'il va avoir une masse volumique plus importante, donc ça va lui faciliter le travail. Il aura moins besoin de cravacher pour envoyer du sang partout. Euh, et surtout, le rythme cardiaque va baisser, puisqu'il aura une masse, euh, un volume de sang en une seule fois, en une seule contraction, plus importante, donc le rythme va baisser. Donc ça, améliorer le cardiovasculaire, évidemment, ça parle aux sportifs, ils disent «Ah, mais c'est génial». L'exposition à la chaleur via, par exemple, l'utilisation du sauna, peut les aider à améliorer leur cardiovasculaire. Donc c'est super intéressant. Euh, le corps aussi, il gère la thermorégulation de cette manière-là, en
en augmentant la sensibilité à la transpiration, c'est-à-dire quand on est acclimaté, on est habitué à l'utilisation du sauna par exemple sur plusieurs semaines, il ne faut pas très longtemps, hein. Il faut 2-3 semaines, plusieurs fois par semaine pour avoir cette habitude qui se met en place dans le corps. On transpire plus facilement et on a un meilleur taux de transpiration, un meilleur taux de sueur. Bon, on ne se met pas à transpirer comme des animaux, enfin, comme des animaux. C'est bête cette expression. On ne se met pas à transpirer vraiment à grosses gouttes et de façon incontrôlée, mais le corps apprend à mieux utiliser cette voie de rafraîchissement qu'est la transpiration. Donc il y a une meilleure thermorégulation du corps et aussi une meilleure, donc pendant l'effort physique, pendant l'effort sportif, après le corps saura mieux gérer, saura mieux descendre la température du corps pendant l'effort. Et ça c'est très important parce que les sportifs ils savent très bien qu'à un moment, surtout dans les sports d'endurance, ça va devenir problématique, le fait d'avoir trop chaud. Ça va créer un déconfort, un discomfort, alors, je sais pas, ils vont être, en français, merde, comment on se dit, ils vont plus être dans une zone de confort, quoi. Ça va être vraiment gênant. Le fait d'avoir trop chaud et d'être fatigué, ça va rajouter à l'effort. J'ai marqué glycogène, vous vous souvenez, glycogène, quand on avait fait la vidéo sur le pancréas et sa fonction endocrine, on avait parlé de l'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone qui fait stocker, surtout du sucre. Vous avez le sucre dans le sang qui est votre carburant tout de suite disponible. Puis l'insuline, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle crée des stocks. En gros, elle remplit votre frigo sous forme de glycogène dans votre foie et dans vos muscles principalement. Quand ce frigo est plein, elle va remplir la cave, qui sera en fait votre tissu adipeux. Le but pour les sportifs d'endurance, c'est de taper le moins rapidement possible dans le glycogène. C'est d'ouvrir le frigo le moins possible. Comme ça, l'endurance, l'effort peut être sur la plus longue durée possible. En faisant ça, en faisant une exposition à la chaleur, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on augmente tout simplement l'arrivée de sang au niveau des muscles, au niveau des cellules musculaires. Donc, on augmente les nutriments, que ce soit les acides aminés, que ce soit les acides gras, que ce soit le glucose, donc le sucre, l'énergie et l'oxygène dans les cellules musculaires. Donc en fait, on va avoir plus de nutriments disponibles directement, et donc on va moins avoir besoin de taper dans le frigo. Donc l'effort va être plus long. C'est vachement intéressant pour les sportifs, ça, justement. Ils appellent ça en anglais le muscle perfusion. C'est-à-dire on se fait des perfusions au niveau des muscles, quoi. On apporte plus de nutriments, donc plus d'énergie. Donc il a été montré que juste 30 minutes de sauna 2 fois par semaine sur 3 semaines améliorait de 32% la longueur de l'effort, la durée de l'effort jusqu'à épuisement. 32%, c'est énorme. Si quelqu'un arrivait à courir jusqu'à 2 heures et au bout de 2 heures était complètement crevé, ben maintenant il peut courir, je sais pas, 32%, ça doit faire 2h40 ou quelque chose comme ça. Donc c'est énorme. Plus 7,1% d'augmentation de volume du plasma sanguin et 3,5% d'augmentation de globules rouges. Donc ça, on l'explique plus ou moins en disant que comme il y a plus de volume de plasma sanguin, le corps compense en créant plus d'EPO, donc érythropoïétine, pour créer plus de globules rouges, parce que le volume a augmenté. Bon, bref. C'est sans doute l'explication la plus probable. Au niveau des muscles, super intéressant, on va parler de l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire la création de nouvelles cellules musculaires et le grossissement, le renforcement, si vous voulez, des cellules préexistantes. Alors c'est surtout sur le grossissement justement des cellules préexistantes, plutôt que la création de nouvelles cellules par des cellules souches, qu'on va pouvoir jouer grâce au sauna, enfin grâce à l'exposition à la chaleur. Le grossissement des cellules, ça va justement créer des muscles plus forts. Hein, on augmente la force. Et c'est tout ce que recherchent évidemment les bodybuilders, par exemple, ou les sportifs, tout simplement. Hein, avoir des muscles plus puissants. Pour cela, il faut qu'on ait un résultat net
de création de protéines qui soit positif. Tout simplement, pour expliquer ça simplement, il faut que quand vous faites du sport, vous dégradez en fait le tissu musculaire. Vous cassez, vous détruisez les protéines qui constituent les fibres voilà, les fibres musculaires par un effort dit catabolique, donc un effort, vous soulevez quelque chose de lourd, etc. En fait, le but de la musculation, c'est de détruire les muscles pour plus reconstruire derrière. Et donc, le résultat net est positif. Ce résultat net est très important, je vais vous en parler plusieurs fois. Donc, il faut que la reconstruction de protéines, la synthétisation, si vous voulez, de nouvelles protéines, soit supérieure à la destruction de protéines. Peu importe que vous synthétisiez, créez énormément de protéines après coup, si la destruction est supérieure, eh bien, le résultat net il sera négatif. Donc ça, c'est très important à retenir. Ce que va faire l'exposition à la chaleur, c'est justement ça va diminuer la quantité de dégradation de protéines via trois processus. C'est la création de protéines que l'on dit HSP, c'est Heat Shock Protein en anglais. Pour pas que je répète 300 fois le mot en anglais, je vais juste dire les protéines HSP, qui, elles, combattent le stress oxydatif. Le stress oxydatif, dans cette vidéo, cette vidéo est assez technique. Prenez des notes si vous voulez retenir les mots-clés, etc. Mais c'est important, parce que là, on parle de beaucoup de processus qui sont essentiels dans la physiologie. L'exposition à la chaleur fait s'exprimer certains gènes, les gènes Heat Shock Factor 1 notamment, qui créent, les gènes c'est comme, vous savez, le mode d'emploi pour créer des protéines, qui créent des protéines de ce type-là. Bon. Et bien ces protéines de ce type-là vont recapturer, en fait, vont empêcher, vont piéger, on dit, les radicaux libres qui sont créés lors de l'effort physique, génèrent des toxines comme des myoglobines, comme là j'en reparlerai tout à l'heure, qui sont oxydantes. Ce sont des radicaux libres. Et elles participent à l'oxydation des cellules musculaires, et donc, bref, ça fait qu'on détruit plus de protéines. Ces protéines-là, ces HSP, elles permettent de piéger ces radicaux libres, piéger ces déchets qui sont sécrétés lors d'un effort physique, par exemple. Et donc, d'avoir moins de dégradation, moins de protéines qui sont détruites. Donc, le résultat net augmente. Donc, c'est super bien. Ces heat shock protéines, c'est vraiment très intéressant. J'ai trouvé ça que dans la littérature anglo-saxonne et c'est vraiment passionnant de regarder ça. Alors, le stress oxydatif, c'est surtout, pour entrer un petit peu plus dans les détails, pas besoin de retenir tous les détails, mais c'est notre mitochondrie. Vous savez, c'est l'usine d'énergie qui est à l'intérieur de chaque cellule. Les mitochondries à l'intérieur de chaque cellule vont commencer à prendre plus d'oxygène pour fournir plus d'énergie, en fait. Les mitochondries, elles fabriquent l'énergie. Elles fabriquent l'énergie sous forme d'ATP. On rentrera dans les détails dans une autre vidéo au niveau cellulaire. Mais en tout cas, il faut retenir qu'elles prennent l'oxygène pour carburer plus vite, pour créer plus d'énergie, tout simplement. Ce faisant, il y a des déchets de l'oxygène qui sont sécrétés, le superoxyde, l'oxygène peroxydase, l'hydrogène peroxydase, pardon. Ce genre de déchets-là, dont je vous parlais, ce sont des radicaux libres et qui sont donc délétères, et les HSP permettent de les capturer et empêcher leur mauvaise action sur les protéines et qu'elles ne soient pas dégradantes, oxydantes, etc. Donc ça, c'est super. L'hormone de croissance, la GH, ça fait un boost d'hormone de croissance d'être exposé à la chaleur. Ça, c'est vraiment, on le retrouve dans le jeûne, dans l'exposition au froid, on verra tout ça. La GH, l'hormone de croissance, elle s'exprime surtout via un facteur de croissance qui s'appelle l'IGF-1, qui est sécrété par le foie. Entre autres, elle permet l'expression de deux choses. Une enzyme qui s'appelle mTOR, donc c'est pas le gars avec son marteau là, mais il est tout aussi costaud. mTOR, cette enzyme a plein de rôles
extrêmement intéressants dans le corps, dont la synthétisation de nouvelles protéines, responsable de la synthèse de nouvelles protéines. Et l'hormone de croissance inhibe l'activation de ce FOXO. Là, FOXO, c'est un pathway en anglais, c'est une ligne de signalisation, si vous voulez, c'est une cascade de processus dans le corps. Donc ça empêche plein de processus de se mettre en branle. Et FOXO, lui, par contre, il est plus responsable de la dégradation de certaines protéines. Donc on inhibe la dégradation de certaines protéines et on favorise la création de nouvelles. C'est normal, c'est l'hormone de croissance, donc c'est là pour croître. Voilà, dans les détails, c'est ça que ça fait. Bon, il a été prouvé, ils ont fait des tests sur des rats, évidemment. Hein, je cautionne pas du tout l'exploitation des animaux dans les laboratoires. Hein, bien au contraire, je suis plus un fervent défenseur de nos amis les bêtes. Je me sers des résultats qui ont été faits dans certaines études et ils montrent bien que chez les rats qui on a injecté de l'IGF-1, donc d'un facteur de croissance, il y a beaucoup moins d'atrophie musculaire et il y a une même régulation des jeunes muscles, des jeunes cellules musculaires. Donc c'est assez pertinent de voir ça. Ils ont aussi fait ça sur les humains. Ils ont fait des tests où ils injectaient en fait des hormones de croissance à des athlètes. Et on s'est rendu compte que juste des shots pendant 4 semaines réduisaient de 50%, donc de moitié, la dégradation et l'oxydation des protéines musculaires. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas du tout besoin de se faire des shots d'hormones de croissance. On l'a déjà, cette hormone de croissance. Il suffit de la booster. Le sauna, par exemple, 2 fois 20 minutes à 80 degrés. Donc voilà, 2 petites sessions de sauna à 80 degrés. Double, donc c'est plus 200% d'hormones de croissance. Donc hormones de croissance x 2. Et 2 fois 15 minutes, mais cette fois-ci à 100 degrés, c'est 5 fois plus, c'est-à-dire 500%. Donc nul besoin de picouse. On peut, par des processus qui sont tout à fait naturels, faire un boost d'hormones de croissance. Et ça, on le retrouvera, comme je vous l'ai dit, dans le jeûne intermittent, dans l'exposition au froid, dans le sport, etc. Ensuite, on en vient à l'insuline. Alors pourquoi c'est intéressant de travailler sur l'insuline? Parce que l'insuline, c'est une hormone anabolisante. Comme je vous l'avais expliqué, c'est elle qui fait rentrer le sucre dans les cellules, majoritairement. Mais en fait, l'insuline, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait ouvrir les pores de la membrane cellulaire pour y faire rentrer le sucre, mais ce faisant, elle fait aussi rentrer d'autres choses, dont les acides aminés, qui sont les constituants de base des protéines, et qui permettent donc à la cellule, derrière ça, de recréer des nouvelles protéines. D'accord ? Faire rentrer plus de nutriments, si vous voulez, dans la cellule. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, puisqu'elle est, elle est anabolisante. Et au niveau de l'apport de sucre au niveau des muscles, elle augmente l'expression d'un transporteur qui s'appelle le GLUT4, donc GLUT4, qui lui est responsable pour le transport de sucre au niveau des cellules musculaires. Donc ça fait un boost d'énergie, puisqu'on en a besoin de cette énergie pendant l'effort musculaire. Chez les souris qui sont diabétiques, donc pauvres petites souris qu'on a rendues diabétiques, le diabète de type 2, c'est la résistance à l'insuline, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sucre, les cellules sont gorgées de sucre, il y a beaucoup de sucre dans le sang et l'insuline n'arrive plus à jouer son rôle, et donc le pancréas en sécrète encore plus. Bref, on arrive à une situation où les cellules créent une résistance à l'insuline. Ça, c'est le diabète de type 2. Il y a beaucoup de côtés néfastes à ça, évidemment, mais on s'est rendu compte que l'exposition à la chaleur pour ces petites souris qui sont diabétiques diminue de 31% cette résistance à l'insuline. Donc c'est très encourageant et il faut pousser les recherches dans ce côté-là pour voir si ça ne peut pas aider, en tout cas déjà en prévention, ça c'est évident qu'il faut avoir un rythme de vie où on est exposé à ces processus hormétiques. Mais pour les gens qui sont déjà diabétiques, pourquoi pas, ça pourrait accompagner une thérapie, même si c'est s'attaquer à un symptôme,
ça peut peut-être aider, aider certaines personnes diabétiques. Ce que fait aussi l'insuline, c'est qu'elle inhibe un complexe protéinique qui est à l'intérieur de la cellule, qui s'appelle le protéasome. Et le protéasome, il est responsable de la dégradation de protéines. Donc encore une fois, on joue sur le résultat net de la création de protéines en inhibant la dégradation. Soit on augmente la synthèse, soit on inhibe la dégradation, on baisse la dégradation. Et bien ça, en empêchant ce complexe, cette machinerie qui s'appelle le protéasome qui est à l'intérieur de la cellule, on fait qu'on arrive à ce qu'il y ait moins de dégradation de protéines. Donc l'insuline, super importante aussi. Toujours dans les muscles, je vais vous parler de la rhabdomyolyse. Alors la rhabdomyolyse, c'est un mot un petit peu complexe pour dire en gros une situation dans laquelle les fibres musculaires, les cellules musculaires se dégradent rapidement. Alors ça peut arriver chez les sportifs de très haut niveau qui s'entraînent tous les jours ou les bodybuilders qui s'entraînent avec des charges lourdes tous les jours. La destruction musculaire est trop rapide. Mais aussi voilà, chez des gens qui sont accidentés, dans certaines pathologies, maladies, ou voilà, il y a plein la rhabdomyolyse, c'est un phénomène qui peut arriver dans toutes sortes de situations. Ce qui se passe, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est que dans cette destruction musculaire, il y a des déchets toxiques qui sont relâchés dans la circulation sanguine, dont la myoglobine, qui peut causer, qui est toxique au niveau des reins, qui peut causer des insuffisances rénales. L'expression de la création de certaines HSP, Heat Shock Protein, dont la HSP32 qui est l'oxygénase numéro 1, empêche l'action toxique de cette myoglobine. Donc encore une fois, l'exposition à la chaleur a un rôle protecteur et c'est super intéressant pour les sportifs justement de haut niveau qui ont souvent des problèmes au niveau des insuffisances rénales. Mais l'insuffisance rénale, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Donc, pourquoi pas avoir cette pratique du sauna testée sur soi-même pour voir si ça ne peut pas améliorer les choses. Et dans la recherche de performance du sportif et aussi de longévité, pour pratiquer son sport à haut niveau longtemps, l'utilisation du sauna peut être tout à fait pertinente, en tout cas à ce niveau-là. La longévité, ça va aller très vite. Ils font des tests sur des vers et sur des rats. Donc les pauvres petits animaux, encore une fois, souffrent beaucoup pour nos recherches égoïstes. Mais en tout cas, ils se sont rendus compte que certaines, toujours heat shock protein, les HSP, notamment les HSP70, l'expression du gène HSP70 est en corrélation avec l'augmentation de la longévité. Et sur des vers et des rats, ils se sont rendus compte que ça a augmenté la longévité de 15%, un protocole d'exposition à la chaleur. Donc a priori, puisqu'on a aussi ces gènes et ces protéines, a priori, ça pourrait en tout cas jouer sur notre longévité. Donc, super intéressant aussi de constater ça. J'en viens maintenant à la partie cerveau et neurones. Ça, c'est super intéressant aussi. Au niveau du cerveau, je dis c'est super intéressant parce que le sauna, on y pense tout le temps pour la relaxation, pour la détox, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des boucles d'adaptation au niveau hormonal, etc., qui sont vraiment, vraiment bénéfiques. Et là, pour le neurone, c'est super intéressant. Au niveau du cerveau, le cerveau, il réagit à certaines blessures comme l'ischémie, qui est, par exemple, l'ischémie, en fait, c'est le phénomène où il n'y a pas assez de sang, pas assez de vascularisation dans une zone, dans un organe. Et donc moins d'oxygène, moins de nutriments, et une élimination des toxines qui se fait moins bien. Donc l'organe en fait dégénère. Et la dégénérescence neuronale, dans nombre de pathologies, Alzheimer, Parkinson, etc., c'est vraiment capital à comprendre. Donc dans l'ischémie, dans un traumatisme cérébral, dans l'excitotoxicité, il y a toujours une réponse du cerveau, c'est de créer, vous savez quoi, des HSP. Voilà. Donc d'où l'importance, l'exposition à la chaleur permet l'expression, la création de ces HSP qui permettent de combattre ces phénomènes. L'exposition à la chaleur
fait un boost aussi du système nerveux sympathique, celui de l'action, celui voilà, d'être sur le qui-vive, d'être alerte, en travaillant sur la sécrétion de certains neurotransmetteurs et certaines neurohormones que sont la noradrénaline et la prolactine. Alors la noradrénaline, c'est vraiment l'hormone du focus, de l'attention, de l'esprit clair. Vous arrivez à catégoriser par ordre d'importance les choses que vous avez à faire. Vous ne vous sentez pas submergé par les tâches à accomplir, vous n'avez pas un brouillard mental. En fait, c'est l'état de conscience, d'esprit clair qu'on recherche tout le temps, qu'on veut tout le temps. Hein. Évidemment, c'est en lien aussi avec l'humeur. Enfin bref, ça permet d'avoir une sensation vraiment de clarté d'esprit vraiment très importante. Et la prolactine, elle a un rôle surtout au niveau de la myélinisation, c'est-à-dire la création de gaines de myéline qui entourent les neurones et qui permet à l'influx sanguin, l'influx nerveux de bien circuler et qui permet aussi la protection du neurone et la création de nouvelles cellules neuronales. Et bien ça, protocole d'exposition à la chaleur, on s'est rendu compte que la noradrénaline, on a un boost de 310%, donc c'est énorme, c'est plus de x3, et un boost de prolactine de x10, donc de 1000%, quoi. Donc c'est colossal. Et une baisse du cortisol, qui est, vous savez, l'hormone souvent associée au stress. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant de voir ces processus adaptatifs qui sont vraiment très bénéfiques pour nous et pour la santé du cerveau. Ce sera intéressant de fouiller aussi du côté des troubles du comportement chez les enfants, parce qu'on sait que chez eux, justement, c'est la production de noradrénaline qui est émoussée. Parce que l'exposition à la chaleur prouve que non seulement il y a un boost de sécrétion de noradrénaline, mais en plus ça booste la capacité du corps à stocker la noradrénaline pour une utilisation future. Donc encore une fois, hyper intéressant pour certaines pathologies. Au niveau ensuite des neurones, on a un boost du BDNF qui est un facteur de croissance neuronale. Donc non seulement ça crée des nouvelles cellules neuronales, mais aussi ça protège les existantes. Le BDNF, on l'a vraiment associé à tout ce qui est capacité d'apprentissage, la plasticité neuronale, la mémoire à long terme. En gros, le BDNF, ça vous fait devenir Albert Einstein. Vous devenez Albert Einstein juste en quelques séances de sauna, c'est quand même vachement bien. Non, évidemment, c'est pas comme ça, mais c'est des processus d'adaptation qui sont physiologiques pour nous et qui sont capitaux pour justement être en meilleure santé. En dernier lieu, je vous ai marqué les dynorphines et les bêta-endorphines qui sont des opioïdes, des neuropeptides. Ça, c'est super intéressant et on se rend compte, enfin ça parle surtout aux sportifs, on se demandait souvent pourquoi on arrive à des moments d'euphorie quand on fait beaucoup de sport. Ça arrive, les coureurs à pied le savent très bien. D'ailleurs, en anglais, c'est le runner's high, c'est-à-dire quand le coureur à pied il devient perché. Les bêta-endorphines, c'est bien connu comme étant les neuropeptides qui se fixent sur les opioïdes MU, enfin ça fait partie du système opioïde MU, qui sont responsables d'une sensation de bien-être alors qu'on est assujetti à une certaine forme de douleur. En fait, la forme de douleur, c'est les dynorphines qui font partie des kappa opioïdes qui la provoquent. En fait, c'est le moment de vraiment on n'est pas bien, on fait du sport, mais ça fait mal, c'est chiant en fait, vivement que ça s'arrête. Ce moment-là, cette sensation-là de douleur, la nociception, hein, c'est le fait vraiment le message de douleur qui remonte, et c'est les dynorphines qui le provoquent. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que tout ça, ça démontre l'intelligence du corps. Les dynorphines, elles préparent les récepteurs aux endorphines.
Les dynorphines, au moment où on n'est pas bien, en fait, ça active, ça surstimule les récepteurs aux endorphines pour que, après, quand les endorphines vont être sécrétées, eh ben, ça maximise leur pouvoir de nous rendre euphoriques et nous faire oublier la douleur. Donc encore une fois, on se rend compte, cette démonstration-là, c'est pour vous montrer à quel point, enfin illustrer d'une certaine façon l'hormèse, la loi de l'hormèse qui dit bien qu'il y a un stress adapté, c'est sur le moment un petit peu dur, mais en fait derrière les boucles de réactions, de processus physiologiques qui vont être mis en branle, sont vraiment bénéfiques, sont vraiment bons pour nous. Donc, on coupe les chauffages en hiver, on n'allume pas la clim en été. Non, je rigole. Tout ça, toutes ces explications ont évidemment un gros mais, M-A-I-S, bien costaud là, mais ça dépend de votre terrain. Ça dépend de votre état de forme, de santé, l'état de votre système nerveux, l'état de votre système adaptatif, à l'instant T. Il faut toujours considérer le terrain d'une personne. Dans ces pratiques-là, dans l'alimentation, dans le changement du rythme de vie, dans tout ça. Parce qu'une personne, évidemment, qui a 80 ans et qui est fatiguée, voilà, on ne l'expose pas à un sauna à 100 degrés pendant 15 minutes. Ça, c'est évident. Une personne qui a 20 ans, qui est costaud, voilà, qui peut endurer ce genre de stress, eh ben oui, parce que ça va être adapté à la personne. Donc tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, ce sont des informations que je vous donne, mais ça doit nous faire réfléchir sur notre hygiène et mode de vie moderne. Voilà mon Jean-Louis. On va se faire un petit sauna, parce que là, le Mistral il souffle, moi j'en peux plus. J'en peux plus. En attendant, nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos sur la loi de l'hormèse avec l'exposition pas au chaud mais au froid, le jeûne intermittent et l'activité sportive. En attendant, couvrez-vous bien mais pas trop, et n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà